Moi sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté. En novembre, on teste et on accompagne l'arrêt du tabac ensemble. Dans la continuité de la série des podcasts Moi sans tabac, Promotion Santé accueille Isabelle Domanger qui exerce au sein de l'association Addiction France et qui vient témoigner de l'accompagnement à l'arrêt du tabac qu'elle assure au groupe d'entraide mutuelle de Nevers auprès de personnes vivant avec un handicap. Bonjour Isabelle. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le groupe d'entraide mutuelle ? Alors, les GEM, de façon générale, sont à peu près officiellement apparus vers 2005. Ce sont des associations qui sont portées par et pour les usagers du champ de la santé mentale, donc il n'y a pas du tout de professionnels. Et en fait, les GEM reposent sur le principe de pair aidance. Ils permettent de se retrouver de façon conviviale, ensemble, de créer des liens, d'organiser des activités qui visent au développement personnel. Ça peut être par exemple des activités artistiques comme de la peinture, du théâtre, de la photographie. Il peut y avoir aussi également des ateliers de cuisine, de relaxation, d'écriture et de chorale. Souvent aussi, il peut y avoir des réunions festives, des sorties culturelles, des voyages et d'autres activités spécifiques qui rentrent dans le cadre du projet d'entraide de chaque groupe d'entraide mutuelle. De façon générale, l'objectif du GEM, c'est vraiment d'améliorer l'estime de soi des adhérents, le bien-être, la reprise du contrôle de sa vie, croire aussi en ses compétences et capacités et donc de retrouver une place dans la société. Et donc vous intervenez au GEM de Nevers dans le cadre d'un accompagnement à l'arrêt du tabac auprès des usagers fumeurs qui sont accueillis justement. Pourriez-vous nous éclairer concernant la question du tabagisme chez les personnes vivant avec un handicap ? Alors, les recherches récentes concernant les conduites addictives pour les personnes en situation de handicap sont malheureusement très rares. Une qui m'a quand même semblé assez importante, elle date de 2011, c'est la direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques qui a repéré en tout cas qu'on dénombrait à peu près 27% de personnes en situation de handicap âgés de 18 à 59 ans qui consommaient du tabac de façon quotidienne, ce qui est quand même assez important. Donc cette consommation, elle a un fort impact sur la santé de cette population, d'autant plus lorsqu'elle est associée à d'autres conduites addictives. Ça, j'ai pu le remarquer du coup dans les ateliers que j'ai proposés. Le souci, c'est que le tabagisme, c'est la première cause de mortalité des personnes atteintes d'affections psychiatriques. On remarque au niveau de la prévention que souvent, elles ne bénéficient que pas beaucoup d'aide au sevrage. Elles ont des fois des informations qui ne sont pas forcément appropriées et qui sont basées souvent sur l'idée que le fait d'arrêter de fumer et le recours à des substituts nicotiniques peut aggraver les symptômes psychiatriques chez les patients en situation de handicap mental ou psychique, et que fumer, ça peut représenter un petit peu comme leur seule liberté. Donc un tabagisme qui existe, qui est bien présent chez ces personnes, mais une prévention qui est selon vous pas assez importante, et c'est ce que vous constatez dans le cadre de vos interventions de terrain auprès de ce public-là. Exactement. Et pourriez-vous plus précisément nous expliquer en quoi consiste votre accompagnement à l'arrêt au sein du GEM ? Alors, les ateliers de prévention par le développement des compétences psychosociales, la réduction des risques aussi que j'ai pu proposer aux adhérents du GEM, donc notamment sur la thématique du sevrage tabac, avaient en gros 3 objectifs principaux. Déjà, dans un premier temps, c'était acquérir ou même des fois consolider des connaissances en matière de conduite addictive et travailler sur certaines idées reçues qu'ils peuvent avoir. Après, deuxièmement, c'était identifier et renforcer leurs qualités, leurs compétences, afin d'adopter du coup des comportements et des attitudes favorables à leur santé, leur permettre de réfléchir à là où ils en sont de leur consommation et puis peut-être éventuellement d'initier une demande de sevrage. Et enfin, c'était aussi les aider pour identifier des lieux, des personnes, ressources, afin de faciliter l'accès aux structures de soins comme par exemple ce qu'on propose, nous, donc un CSAPA, un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, et puis faciliter le contact en les rencontrant physiquement parce que je me suis rendu compte que de pouvoir mettre un visage, c'est plus simple pour eux de mettre un visage sur un nom, sur une association, et ça peut faciliter les prises de rendez-vous. Et donc, dans le cadre des groupes que vous accompagnez, quels sont les principaux constats que vous observez en termes de quelles sont les principales difficultés et freins que rencontrent ces personnes ?
Ou est-ce qu'il y a des difficultés et des freins propres aux personnes vivant avec un handicap, par exemple? Alors, déjà, j'ai pu constater durant les séances que vraiment les participants savaient très bien verbaliser sur le sujet et ils étaient surtout très demandeurs d'informations. Moi, ce qui est sorti souvent de ces séances, au niveau du motif principal de consommation du tabac, eh ben, c'est l'ennui, suivi aussi de l'isolement et l'influence de leur environnement. Alors, l'environnement dans lequel ils se trouvent, ça peut être également l'environnement familial et amical, donc l'influence des autres. Par contre, au niveau des freins liés au sevrage tabagique, pour les personnes notamment vivant avec un handicap, principalement, on peut avoir justement ces soucis de difficulté de compréhension des publics et puis aussi difficulté de faire face à des situations anxiogènes où ils peuvent être, eux, plus susceptibles de vivre des moments de découragement, de lassitude aussi dans le parcours de soins. Souvent, pour les personnes qui vivent avec un handicap, ils ont des vulnérabilités quand même particulières et des problèmes de santé qui peuvent se cumuler avec des pathologies et d'autres fragilités, tant physiques que psychiques. En plus, on a ce manque d'accès souvent à la prévention et aux soins, soit par méconnaissance, par difficulté aussi de déplacement. Ça peut être ça peut être parce qu'ils sont assez isolés, mais tout ça, en fait, ça se surrajoute aux difficultés de la vie quotidienne qu'ils peuvent vivre. Et surtout, ce qu'on remarque souvent, c'est une mésestime d'eux qui vient renforcer cette fragilité dans les relations sociales qu'ils peuvent vivre, qu'ils peuvent rencontrer, et puis les difficultés du coup d'accès aux ressources extérieures. Donc c'est important pour nous d'intervenir auprès de ce public pour les accompagner dans leur parcours de vie. Et justement, le développement des compétences psychosociales qu'on propose depuis plusieurs années semble être vraiment un moyen pertinent pour prévenir ou pour accompagner ces comportements. Selon vous, les professionnels sont-ils assez sensibilisés et formés en matière de prévention du tabagisme chez les personnes vivant avec un handicap ? Alors souvent, dans le retour que les professionnels peuvent faire sur moi l'ensemble des interventions que je fais, pas forcément que au GEM, puisqu'il n'y a pas de professionnels au GEM, mais souvent, il ressort qu'ils se sentent démunis face à la thématique. Ils sont souvent en difficulté justement quant à leur positionnement auprès des personnes accompagnées sur le sevrage tabagique. Dans le comportement, les comportements évoqués, certains peuvent avoir ce qu'on appelle un peu le réflexe correcteur, c'est-à-dire qu'ils ont le désir d'aider le patient à trouver, je mettrai des guillemets, mais le bon chemin. Ils ont le désir d'aider la personne à se redresser, ils veulent peut-être sauver la personne de cette addiction. En gros, c'est le bout, c'est pas bien, faut arrêter de fumer. Le souci que ça pose, ce positionnement et ce discours, c'est qu'on peut avoir tendance déjà à culpabiliser les personnes et à les diriger, à se positionner un petit peu comme un sachant de la bonne conduite à tenir. Et le souci, c'est qu'on n'est plus dans une relation de partenariat, de collaboration non jugeante avec la personne. Donc, même si ça part d'une bonne intention, ça risque en fait de renforcer ce qu'on appelle le discours maintien de la personne dans ses consommations, plutôt que de favoriser le discours changement. On voit aussi souvent qu'on a encore des idées reçues qui persistent concernant le sevrage tabagique, les addictions en général, où certains pensent encore que seule la motivation suffit, ce qui n'est pas le cas. C'est un élément, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, je trouve, moi, dans ce qu'ils peuvent m'amener, il manque d'information, de formation aussi par rapport à la thématique. Alors, comme chaque année, novembre marque le lancement du mois sans tabac. Selon vous, cette opération peut-elle jouer un rôle en matière de lutte contre la réduction du tabagisme chez les personnes vivant avec un handicap ? Oui, vraiment, moi je pense que le mois sans tabac peut être l'occasion pour les professionnels de la prévention d'initier des actions sur la thématique du tabac, de favoriser l'expression des personnes vivant avec un handicap dont on n'entend pas forcément souvent la parole dans l'espace public. C'est vraiment une occasion supplémentaire pour porter à la connaissance de ce public les actions et les dispositifs existants qu'on peut leur proposer. Pour terminer, pourriez-vous nous préciser de quelle manière Association Addiction France s'engage et s'implique autour de l'opération Mois sans tabac ? On a aussi, au niveau d'Addiction France, on met des actions individuelles et collectives en place. Alors après, ça varie en fonction de chaque région, chaque département. Mais par exemple, ce sont des actions de sensibilisation donc sur des stands. Ça peut être des émissions de radio, des vidéos, des posts sur Internet, sur les réseaux sociaux avec des défis locaux. On essaye vraiment d'être présent le plus possible à différents endroits. Ça peut être dans des fan zones, dans les établissements scolaires, dans les ESAT, en épicerie sociale, mais aussi du coup sur nos consultations menées dans l'Exapa.
Voilà, mais généralement, on essaie de mettre tout ça en lumière et de favoriser le plus possible la communication. Eh bien, merci beaucoup Isabelle pour ce riche témoignage. Pour en savoir plus sur l'opération Moi sans tabac, rendez-vous sur le site de Promotion Santé au www.promotion-santé-bfc.org. Et n'oubliez pas, en novembre, on arrête ensemble.